Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Dans un message à la nation le 3 février 2024, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a annoncé avoir pris un décret abrogeant la convocation du collège électoral quelques heures avant le démarrage de la campagne électorale pour l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. À la suite de l'exclusion par le Conseil constitutionnel de M. Karim Meïssa Wade des 21 candidats retenus pour participer à la présidentielle suite au recours d'un autre candidat, les députés du Parti démocratique sénégalais, avec l'accompagnement du groupe Benno Bokk Yakaar, ont fait adopter sur fond de soupçons de corruption impliquant le Premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar. Entre-temps, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur cette affaire. La sous-région africaine est également en ébullition avec des coups d'État, certains pays qui ont quitté la CEDEAO, la dette africaine, la diplomatie africaine et d'autres sujets d'actualité seront au menu de notre émission Questions à débattre avec notre invité M. Aly Ngouille Ndiaye, ancien compagnon de route du président Macky Sall, plusieurs fois ministre. Après avoir quitté le camp Benno Bokk Yakaar, il est aujourd'hui candidat retenu à la présidentielle du Sénégal. Bonsoir M. Aly Ngouille Ndiaye. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Aly Ngouille Ndiaye, plusieurs fois ministre. Il est aujourd'hui à la tête de la coalition Aly Ngouille 2024. Monsieur Aly Ngouille, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. Comme vous l'avez si bien dit, peut-être je vais légèrement parler de mon parcours sans aller en profondeur. Je m'appelle Aly Ngouille, je suis sénégalais. Puisque c'est maintenant l'actualité à 100%. Et c'est important de le préciser. Je suis né à Linguère. Linguère, c'est à 305 km de Dakar. Je suis issu d'une famille où mon père fut un homme politique. Je suis maire de Linguère 30 ans après mon père. J'ai été éduqué à Linguère d'abord, où j'ai fait mon cycle primaire. Ensuite, compte tenu de différents, disons de la carte scolaire à l'époque d'ailleurs, ce que je veux dire, j'ai eu à fréquenter le CMT de Louga, le collège d'enseignement moyen technique de Louga, le collège d'enseignement moyen technique de Diourbel où j'ai eu mon brevet, le lycée Seydina Limamou Laye où j'ai eu mon baccalauréat ici à Dakar, avant d'aller fréquenter l'école polytechnique de Thiès où je fus admis sur concours en 1983. Je suis sorti de cette école diplômé avec un diplôme d'ingénieur en génie civil. Donc en 1988, j'ai passé l'essentiel de ma carrière professionnelle dans le secteur de l'habitat. J'ai été pendant pratiquement une vingtaine d'années à différents postes de responsabilité au niveau de la Banque de l'Habitat du Sénégal, ce qui m'a permis de sillonner le Sénégal et le monde à la conquête de clients également, en appuyant d'autres institutions financières pour mettre en place un système de financement de l'habitat que j'ai quitté en 2007 lorsque j'ai voulu entamer une carrière politique. Voilà, donc dans ma carrière politique également, j'ai d'abord une première tentative pour être maire en 2009 qui n'a pas marché. En 2012, à la conquête du pouvoir, j'ai accompagné le président Macky Sall. On a gagné. Je précise que Linguère, mon département, fait partie des 7 premiers départements que le président Macky Sall a gagné au premier tour. Et depuis lors, donc jusqu'en septembre 2022, je suis ensemble avec lui. J'ai occupé différents postes de responsabilité. D'abord ministre de l'énergie et des mines pour à peu près 16 mois, ministre de l'industrie et des mines jusqu'en 2017, donc de 2013 en 2017. J'ai été ministre de l'Intérieur de 2017 au 1er novembre 2020. C'est moi qui ai organisé l'élection présidentielle de 2019 qui a vu la réélection du président Macky Sall au premier tour. J'ai quitté le gouvernement en novembre 2020. J'ai été également réélu maire de Linguère en 2022. J'ai été élu député aussi du département de Linguère en 2022. Je suis revenu dans le gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Et en septembre 2022, lorsque le président Macky Sall a choisi son candidat, quand il a décidé de renoncer
à faire un troisième mandat. Compte tenu de notre désaccord, j'ai quitté le gouvernement et j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle 2024. Voilà ce qui nous amène là. D'accord. Vous êtes à la tête de la coalition Aly Ngouille 2024 en tant que candidat retenu à la présidentielle. Comment avez-vous réagi après l'annonce du président de la République Macky Sall d'abroger le décret convoquant le corps électoral? Bon, disons que quand même, comme beaucoup de Sénégalais, vraiment, ça nous a quand même surpris parce que le processus électoral se déroulait bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi-même, j'ai fait mon enregistrement à la RTS, la radio-télévision sénégalaise, à 10h le samedi, et le président a fait son annonce à 14h. Donc, pour dire que nous étions prêts, et j'étais le 11e candidat à faire l'enregistrement. Donc, ça veut dire que les 10 qui étaient à moment avaient déjà fait l'enregistrement la veille. Donc, je devais être le premier le 3, je l'ai fait, et bizarrement, 4 heures après, le président a fait. C'est vrai qu'on attendait son message, on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait dire, parce que c'était déjà annoncé, et dans son message, il est venu pour dire qu'il a annulé l'élection présidentielle. C'était une première, donc c'est pourquoi on a été tous surpris. Il a annulé. À la suite de ça également, nous avons vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 5, donc le lundi qui a suivi. L'Assemblée qui a aussi non seulement acté l'annulation, mais qui a également acté le report au 15 décembre 2024 dans les conditions que nous avons tous suivies, avec l'introduction de la gendarmerie au sein de l'hémicycle pour la seconde fois, ce qui a été déjà déploré lors de l'installation du Père national. On a sorti les députés qui étaient contre ce projet de loi pour pouvoir voter au forceps cette loi qui non seulement comment dirais-je, reportait l'élection, mais également qui disait que le président restera en place jusqu'à l'élection de son. Voilà un peu, ça nous a quand même tous surpris, cette décision que nous considérons pas bonne, mais nous avons préféré utiliser des voies de droit pour attaquer les décisions. D'accord, M. Ndiaye, si on revient un peu sur la déclaration du président, vous avez cheminé avec lui. Selon vous, quelles peuvent être les motivations qui l'ont poussé à prendre cette décision? Bon, nous pensons que c'est une décision tellement sérieuse que si le président devait la prendre, il devait mettre quand même sur la table des éléments qui devraient nous permettre, en tout cas, de ne pas douter du bien fondé de cette décision. Parce que d'abord, on savait que légalement, il ne pouvait pas le faire. Donc, s'il le fait, ça veut dire que même si le président doit prendre une décision en toute illégalité, il doit quand même avoir des motivations. Ils ont parlé juste de soupçons de corruption, sans nous donner un début de preuve. Nous n'avons vu aucun élément prouvant, en tout cas, ce qui a été dénoncé à l'Assemblée nationale. Et je précise d'ailleurs que préalablement à ça, le collectif des spoliés, c'est-à-dire des candidats qui avaient pas bien apprécié le déroulement du contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel, avait saisi le président de la République qui, après les avoir reçus, a déjà déclaré par un communiqué son incapacité de remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Donc on a été surpris de voir pourquoi subitement le président veut remettre ça en cause. Ça nous a quand même posé problème. D'accord. Il y a beaucoup de rebondissements d'ailleurs dans cette affaire. Suite au recours formulé par les députés, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision annulant la loi portant dérogation de l'acte 31 de la Constitution ainsi que le décret 2024-106. Comment réagissez-vous à tout cela? Bon, disons, nous sommes satisfaits par cette décision. Je précise que quand le président a également pris cette décision, nous sommes à peu près 15 candidats sur les 20 à saisir la Cour suprême pour attaquer le décret du président de la République pour excès de pouvoir. Ça, c'est d'abord la première chose. Et nous avons également 2 groupes de députés. Globalement, c'était 57 députés, un groupe de 39 et un groupe de 18, qui ont également attaqué parce que vous savez, la Constitution, en son article 74, ne permet pas qu'un particulier puisse saisir le Conseil constitutionnel. Il permet tout simplement que le président de la République lui-même, dans les 6 jours francs, ou bien qu'un dixième de députés puisse saisir le Conseil constitutionnel pour attaquer en inconstitutionnalité cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et lorsque ceci a été fait, également, les 2 décisions prises, le Conseil constitutionnel les a déclarées recevables et a eu à statuer à ce niveau et à rejeter et le décret et la loi. Nous sommes très contents de cette attitude du Conseil constitutionnel. D'accord. Et aujourd'hui, comment appréciez-vous cette vague de libération des prisonniers politiques qui est en train de se produire?
Bon, nous considérons que c'est une bonne chose si ça permet de décrisper. Parce que quand nous allons aux élections, c'est quand même bien de décrisper la situation politique. C'est vrai que beaucoup de gens c'était considéré comme des prisonniers politiques. Et effectivement, le fait qu'ils soient libérés sans jugement, certains au bout d'un an, d'autres au bout de 8 mois, prouve effectivement ce qui était dit, que c'est effectivement des prisonniers politiques. Donc, ils ont été libérés, c'est une très bonne chose. Ça va apaiser le climat. On va vers une élection maintenant qui, aujourd'hui, concerne une vingtaine de candidats. Et j'espère que le climat sera favorable pour que ça puisse bien se passer. D'accord. Le chef de l'État a invité à un dialogue. Est-ce que vous allez participer à ce dialogue? Oui, disons que nous attendons maintenant les thèmes de référence. On a déjà dit, sur le principe, nous participerons au dialogue parce que tout simplement, je le rappelle, j'ai été ministre de l'Intérieur, comme j'ai eu à le dire, de 2017 à 2020. Les deux dialogues qui ont eu lieu, les deux dialogues nationaux qui ont eu lieu, c'est moi-même qui les ai organisés. Le premier dialogue, je l'ai débuté, je l'ai finalisé. Le deuxième, je l'ai débuté, on a interrompu avec l'apparition de la Covid-19. Entre-temps, j'ai quitté le gouvernement, on l'a finalisé en 2023 avec leurs conclusions. Donc, sur le principe d'y participer, oui, mais maintenant, nous attendons les termes de référence. Si c'est pour aller, par exemple, déjà discuter sur la date de la tenue de l'élection, mais je vais y aller parce que je suis candidat intéressé. Si c'est également pour discuter d'autres choses, je vais y aller en fonction donc de ces autres choses à discuter. Et nous avons des positions de principe. C'est ça aujourd'hui qui est important. Nous allons défendre nos positions parce que dans tous les cas de figure, il faut peut-être qu'il y ait des concertations, quel que soit le sujet, surtout que c'est des sujets d'ordre politique. D'accord. Vous l'avez dit, vous étiez ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, les marches et les manifestations sont systématiquement interdites. N'est-il pas le temps de laisser l'opposition ou la société civile de faire des manifestations pacifiques? Oui, disons que les marches, normalement, la marche, c'est un droit constitutionnel. C'est vrai qu'il doit être fait dans un cadre bien précis, une déclaration qui doit avoir lieu, le préfet qui apprécie s'il y a un risque ou pas. Le fait de l'interdire systématiquement, effectivement, pose problème. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans la plupart du temps qu'il est plus facile de les encadrer que de les interdire. Parce que quand vous interdisez et que surtout beaucoup de manifestants ne sont pas d'accord, notamment les jeunes, vous mettrez peut-être beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent pour peut-être réprimer ou en tout cas interdire, alors qu'il est beaucoup plus simple, comme ce sera le cas aujourd'hui, où il y a une marche qui est autorisée, très certainement, vous verrez la police en nombre juste suffisant pour encadrer, et les gens vont dans les marches. En tout cas, l'expérience a prouvé que quand on encadre la marche, ça se termine très bien. Donc, plutôt que de l'interdire, voilà un peu ce qui, aujourd'hui, fait que les jeunes ne sont pas d'accord. Et ce n'est pas quelque chose qui est là depuis longtemps. Quand j'ai été ministre de l'Intérieur, on a également été par moments confronté à ça, mais quand même une bonne partie, pour ne pas dire l'écrasante, partie donc de ces demandes de marche était toujours acceptée. Ici aussi, nous invitons en tout cas les autorités à permettre que les gens fassent des marches. Bon, je pense que ça, déjà, dans la période qui va suivre, on va dépasser parce qu'on est en période de campagne électorale bientôt. Et dans la campagne électorale, il n'y a pas de demande de marche qui tienne. Les gens peuvent bouger quand ils veulent. D'accord. Monsieur Ndiaye, est-ce que cette situation d'incertitude au Sénégal peut-il impacter sur l'économie? Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, je ne parle même pas de l'interdiction, je parle même pas. Mais vous savez, généralement, d'ailleurs, quand il y a approche d'élection, tous les investisseurs sont inquiets, surtout avec tout ce que vous dites tout à l'heure. Donc, ils ne savent pas qui va gagner, ils ne savent pas dans quelle direction ça va aller. Maintenant, si on y ajoute de l'incertitude, ça pose plus de problèmes. Effectivement, je sais que dans le secteur de l'économie, d'ailleurs c'est pourquoi vous appréciez ces derniers temps le secteur privé qui commence à réagir parce qu'ils sont en train de subir les impacts quand il y a déjà des soucis sur l'organisation de l'élection. Parce qu'effectivement, nous devons organiser sereinement l'élection présidentielle dans tous les cas de figure. Le secteur privé est un élément important et les investisseurs privés, les relations internationales, tout le monde est en train de suivre le Sénégal. Tout le monde, parce que le Sénégal a toujours été une victime démocratique, mais ça n'empêche pas que quand il y a des soucis de sécurité, que les investisseurs, surtout étrangers, commencent à prendre un peu de recul. Ah, d'accord. Comment jugez-vous l'attitude des organisations internationales et certains pays étrangers face à ce qu'on appelle la crise actuelle au Sénégal? Bon, je pense que nous avons apprécié différemment les attitudes, et on l'a dit dans un point de presse. Nous avons des organisations internationales qui ont
on a vu dans un espace de temps très court changer de position. Donc donner une première déclaration, plus une seconde. D'autres pays ont été plus fermes. Nous avons connu des partenaires privilégiés du Sénégal qui ont eu des réactions assez molles quand le problème s'est posé. Il devait y avoir une réaction ferme parce que ce qu'on avait vu, c'était juste ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel, ce n'est pas un coup d'État des armes. Donc je pense que la réaction devait être la même. Il devait être sanctionné de façon ferme dès le premier jour. Malheureusement, d'autres ont essayé de se rattraper. Donc nous avons vu des sanctions différentes selon les pays. Mais nous pensons que dans tous les cas de figure, aujourd'hui que les choses reviennent à la norme, c'est le Sénégal que nous connaissons, c'est un Sénégal qui a toujours fait respecter les décisions de ses institutions. Donc j'espère que tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Alors, appréciez-vous la sortie du président Macky Sall mettant en garde la classe politique sénégalaise jusqu'à faire allusion à des forces organisées qui pourraient éventuellement s'emparer du pouvoir? Bon, oui, on l'a suivi, mais bon, je pense que, comme j'ai dit, le président a bien parlé de ça dans son adresse. Après, d'ailleurs, sa première déclaration du 3, je pense que c'était lors d'un point de presse avec Associated Press. Je considère que ce message, à mon avis, en tout cas, ne nous a pas été donné avec suffisamment d'explications qui pouvaient peut-être nous faire peur. Si je ne sais pas vraiment quelles étaient les motivations. Peut-être qu'il sait ce que nous ne savons pas, c'est tout à fait, ça peut être logique. Mais en tout cas, nous pensons que le Sénégal, parlant de son vécu démocratique, parlant de son histoire, ce n'est pas un pays où on attend l'implication de l'armée pour la prise du pouvoir. En toute sincérité, l'armée est là depuis le début des indépendances. Malgré tous les coups d'État que les pays africains ont connus, le Sénégal a été toujours un exemple à ce niveau. Et heureusement d'ailleurs que ce ne sera pas encore le cas peut-être pour cette année et qu'on aura un passage de témoin entre le président Macky Sall et son successeur parmi les 20, naturellement, quelqu'un que les Sénégalais choisiront librement. D'accord. Après le Sénégal, faisons un saut en Afrique et parlons de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous de la situation dans la sous-région ouest africaine, ces prises de pouvoir militaire, cette instabilité dans tous ces problèmes? Bon, disons que d'abord, vous savez, ce qu'il faut déplorer, c'est que même ces situations dont on parle ne sont que les conséquences des comportements des chefs d'État qui dirigeaient ces pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous focaliser sur ça. Alors que d'abord, il fallait prendre les mesures avant. Si vous prenez le cas du Mali, nous avons vu les comportements du président avant qu'il ne soit renversé. C'est des comportements antidémocratiques. Et les militaires maliens qui sont venus à la rescousse des populations ne sont venus que parce que le président ne se comportait pas correctement. Si vous allez en Guinée, c'est la même chose. Si vous allez au Niger, les gens apprécient également de façon différente les interventions de ces politiques. Donc je pense que c'est bien beau que la CEDEAO ou les organisations régionales ou même internationales condamnent, mais ils doivent d'abord condamner les politiques qui ont des comportements contraires aux constitutions, qui ont des comportements contraires aux lois de ce pays avant qu'on en arrive à ce niveau. C'est peut-être d'abord ça qu'il faut condamner. C'est vrai, quand on condamne après, c'est d'abord les populations qui en souffrent. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur en 2017-2018. La situation au Mali, on l'a vécu, mais nous savions qu'est-ce que ça allait coûter, un blocus, pour que les camions qui amènent les marchandises n'aillent pas au Mali. On a dû par moment lever les pieds pour permettre que la nourriture qui débarquait au port puisse aller au Mali. Parce que qui en souffre? Ce n'est pas les militaires qui ont le pouvoir qui vont être les premiers, c'est les populations de façon générale. Toutes ces sanctions qu'on est en train de prendre, c'est les populations qui de façon générale en souffrent avant les autorités. Voilà. Exact. Et le retrait de la CEDEAO du Mali, Burkina et du Niger, est-ce que ça n'a pas un impact? Ah si, il y aura un impact d'abord sur la sous-région, parce que comme si toutefois ce retrait est acté, mais c'est un marché de plus de 70 millions de personnes qui va disparaître donc de notre espace, ça c'est déjà important. Mais je pense également que nous avions entamé quelque chose de très bien avec la CEDEAO pour en faire une CEDEAO, la CEDEAO des peuples. C'est important. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons tout faire pour que ces pays ne quittent pas. Nous devons faire pour que ces pays ne quittent pas parce que c'est important. Aujourd'hui, je pense que ces pays aussi ont décidé de quitter parce qu'ils ont vu l'impact des sanctions de la CEDEAO également sur les populations et sur le vécu quotidien.
D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous suivons votre émission Ces questions à débattre avec M. Ali Ngouille Ndiaye, candidat à la présidentielle. Alors, M. Ndiaye, nous allons parler de votre programme à présent. Ici, une fois vous êtes élu président, une fois élu président de la République du Sénégal, quel sera votre premier acte? Bon, disons que d'abord, nous avons aujourd'hui un programme dont le focus aura pour conséquence le développement du Sénégal dans les 5 prochaines années, vécu par les Sénégalais dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous savons que les Sénégalais ont des problèmes. Le problème numéro 1, c'est d'abord pour manger. C'est la réalité. Nous avons un problème aujourd'hui pour manger. C'est pourquoi nous avons fait dans notre programme le focus numéro 1. Et l'objectif numéro 1, c'est d'atteindre la souveraineté alimentaire au terme du premier mandat. Vous savez, au Sénégal, contrairement peut-être à beaucoup de pays africains, nous importons l'essentiel de ce que nous consommons. Pour ne pas dire presque 100% de ce que nous consommons. Nous ne produisons pas grand-chose. Nous devons faire suffisamment d'investissements dans le secteur de l'agriculture, grand A, c'est-à-dire agriculture, élevage et pêche, pour pouvoir déjà nous nourrir. Je vous donne juste quelques chiffres. Au Sénégal, en 2022, les 10 produits les plus consommés, je parle de produits alimentaires, nous ont coûté à l'importation 1074 milliards, dont seulement 347 milliards pour le riz. Alors que pour le riz, je m'arrête là, pour le riz, donc 350 milliards à peu près sur 1114, vous savez, c'est plus du tiers. Pour le riz, nous avons suffisamment de terre, nous avons suffisamment d'eau, nous avons du soleil, nous avons des bras. Il suffit seulement d'investir. J'ai été ministre de l'Agriculture. Je sais ce que c'est que l'impact de l'investissement dans le secteur agricole. J'ai été le dernier à piloter, dans le cadre du gouvernement du président Macky Sall, la stratégie de souveraineté alimentaire. C'est pourquoi nous avons mis la souveraineté alimentaire comme objectif numéro 1 à atteindre au terme du premier mandat. Il faut investir de l'argent et nous avions estimé, avec un investissement de près de 1000 milliards par an, une moyenne, nous pourrons en 5 ans faire de la souveraineté alimentaire une réalité au Sénégal, pas uniquement un slogan. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Et nous avons déjà décidé qu'une fois arrivés au pouvoir, nous n'allons pas attendre 2025 pour le faire. Nous avons tout de suite décidé que le budget du Sénégal qui avait été approuvé, c'est un budget de 7 000 milliards. Nous allons sur ce budget prélever 10% dans les différentes rubriques, pour ne pas dire qu'on va chercher de l'argent ailleurs, et les mettre déjà au mettre presque la moitié, soit 300 milliards dans le secteur de l'agriculture, en plus de ce qui était déjà mis dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le prochain président de la République, si c'est moi qui suis élu, arrivera au pouvoir en avril, donc avant l'installation de l'hivernage, on pourra déjà entamer ce travail. D'accord. Depuis 1980, la dette extérieure publique à long terme de l'Afrique a continué à progresser. Le niveau d'endettement de 13 000 milliards. Comment comptez-vous réduire la dette du Sénégal? Au Sénégal? Ouais. Non, on ne compte pas réduire la dette, parce que ce qui est important, c'est l'utilisation. Le pays endetté. Oui, le pays endetté. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas un niveau de dette, notre problème, c'est le ratio de la dette sur le produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous avons des critères de convergence qui font que nous ne devons pas dépasser 75%. D'abord, nous devons revoir le produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rebasing. Nous avons accéléré le rebasing qui devrait augmenter le produit intérieur brut du Sénégal. Nous sommes aujourd'hui à 17 000 milliards. Nous devons penser avec le rebasing qu'on peut être autour de 22 000 milliards. Ce qui fait que déjà, tout de suite, vous voyez, le ratio baisse. Le ratio baisse nous donnera peut-être beaucoup plus de marge pour qu'on puisse emprunter. Parce que ce que nous voulons faire, on ne peut pas aujourd'hui se passer du marché pour pouvoir faire des investissements. Mais ce qui est important, c'est faire des investissements à des coûts intéressants et avec également des retours attendus. Parce qu'il faut investir sur des secteurs qui créent de l'emploi, sur des secteurs qui créent de la valeur ajoutée pour pouvoir employer le maximum, surtout de jeunes possible. Parce que le taux de chômage est devenu très très important. Il est passé de 12% en 2012 à 23% en 2023. En investissant dans le secteur primaire, agriculture, élevage, pêche, en investissant dans le secteur secondaire où on a décidé déjà dans cette loi de finances rectificative de mettre un fonds d'impulsion de l'industrie, parce qu'il faut aujourd'hui transformer ce que nous produisons, y compris même la transformation dans le secteur des mines, parce que dans le secteur des mines, on ne fait pratiquement pas, à part les ICS, une bonne partie, on prend la matière brute comme ça qu'on envoie, et je pense qu'aujourd'hui, il faut envisager de la transformation. C'est valable pour le phosphate, c'est valable même pour le fer.
parce qu'aujourd'hui, on peut pouvoir le transformer pour pouvoir non seulement régler notre consommation de fer, mais également pouvoir construire des chemins de fer, parce que c'est ça qui peut assurer le transport de masse, c'est ça qui permet également d'avoir du travail. L'approche chaîne de valeur. Il faut aujourd'hui réduire donc, cette dette avec le rebasing, donc le pourcentage plutôt de la dette sur le produit intérieur brut, pour l'amener à un taux raisonnable. Et également, ça nous permet de pouvoir investir sur des secteurs productifs qui également créent de l'emploi parallèlement. Monsieur Ndiaye, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous-même agriculteur. Quelle est la place de la souveraineté alimentaire dans votre programme? Si oui, comment comptez-vous y arriver? Je l'ai dit tout à l'heure, l'autre objectif numéro 1, en tant que, d'abord j'ai été, comme vous l'avez dit, vous êtes agriculteur. Je suis né agriculteur, déjà, ça c'est important. Je ne suis pas un agriculteur du dimanche comme beaucoup. Je suis né agriculteur et je n'ai jamais quitté l'agriculture. Avant même d'être ministre de l'Agriculture, avant même de m'engager en politique, j'avais déjà mes fermes. Aujourd'hui, moi j'ai plusieurs fermes dans lesquelles il y a des forages équipés de solaire depuis des années. Avant même d'être ministre de l'Agriculture, le temps que j'ai été ministre de l'Agriculture, je n'ai pas eu le temps de faire un focus sur mes fermes. Mais quand même, j'ai fait l'année passée de la culture de maïs, d'arachide. Et déjà l'année passée, avec ce que nous avions plaidé pour obtenir un budget supplémentaire pour l'agriculture, ça s'est répercuté sur le résultat qu'on a. Certainement, le gouvernement va publier les chiffres de l'année dernière. Nous avons eu des augmentations à tous les niveaux, que ce soit la production de riz, que ce soit la production d'arachide, que ce soit la production de maïs, où nous avons introduit pour la première fois, parce que le Sénégal importait également beaucoup de maïs. Le maïs qui est très facile à cultiver, nous en importions 380 000 tonnes en 2021, donc en 2022. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons produire du maïs. On a augmenté en tout cas toutes ces productions. Et avec la recherche, on peut encore augmenter les productions pour que l'agriculture soit vraiment un bon levier de développement. Parce que non seulement ça occupe l'agriculture au sens large, on dit occupe plus de 60% de la population. Et si vous regardez, ces gens-là, ils ont une très faible contribution au niveau donc, du budget de l'État. Nous voulons augmenter ça de façon considérable pour que, comme on l'a connu en 2022, pour que les 5 prochaines années, qu'on puisse atteindre la souveraineté alimentaire. D'accord. Monsieur Ndiaye, nous arrivons à terme à l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora? D'abord, permettez-moi également de dire que nous avons également un programme important pour l'artisanat, parce que l'employabilité également c'est important. Vous savez, même en parlant de la diaspora, nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sortent parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus d'espoir. Mais quand ils vont là-bas également, souvent ils sont confrontés à des problèmes d'emploi parce que souvent ils ont des métiers pour lesquels ils ne peuvent même pas avoir un diplôme. Donc dans notre programme, nous avons pris ça en considération. Pour la diaspora, vous l'avez dit, le Sénégal également a une diaspora qui contribue de façon considérable. Aujourd'hui, en entretenant des familles, contribue également dans le secteur de l'habitat, parce que je l'ai vécu moi-même, je les ai connus un peu partout, parce qu'on a mis en place des systèmes de transfert d'argent quand j'étais à la banque. Mais également, nous voulons qu'ils s'impliquent davantage pour aujourd'hui l'agriculture, qu'ils s'impliquent également davantage pour l'industrie, parce que surtout que c'est un secteur qu'ils veulent faire, il faut les accompagner dans ce sens. Il faut aujourd'hui faire de sorte que les Sénégalais puissent vraiment contribuer davantage. Je dis, ils le font déjà pour l'économie, mais surtout pour la création de valeur ajoutée, parce que je sais que les Sénégalais veulent le faire et le gouvernement doit les accompagner dans ce secteur. Nous avons également, au-delà du fait que pour ces Sénégalais, nous sommes conscients des difficultés qu'ils rencontrent, aussi bien nous avons envisagé de les accompagner pour qu'ils puissent mieux sentir, en tout cas l'État à leur côté, pour mieux vivre là où ils sont, mais également pour contribuer également au développement de notre pays à partir de là, le temps qu'ils reviennent, parce que beaucoup d'entre eux aussi veulent revenir après avoir vécu pendant des années, mais ce serait bien que quand ils reviennent, qu'ils puissent s'intégrer plus facilement dans les différents secteurs de l'économie. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci, ça fait un plaisir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.